19 août 1978. Dans la ville d'Abadan, la chaleur d'été pèse lourd sur les rues calmes du sud de l'Iran. Dans la salle obscure du cinéma Rex, ce soir-là, on projette The Deer, un film du célèbre réalisateur Massoud Kimieh, sorti 4 ans plus tôt. Un drame social apprécié du public. Près de 400 spectateurs s'installent sans savoir qu'ils assistent à bien plus qu'une séance de cinéma. Soudain, en plein milieu du film, une flamme jaillit de l'écran. En quelques secondes, le feu se propage. Les spectateurs se lèvent, paniqués, tentent de fuir. Mais les portes sont verrouillées. Les cris se mêlent à la fumée. Quand le feu s'éteint, il ne reste que des cendres. 422 morts. L'Iran entier est sous le choc. Le pays, déjà secoué par les tensions entre le Shah et les partisans de l'ayatollah Khomeini, voit dans ce drame une opportunité politique. Très vite, Khomeini accuse la police secrète du Shah, la SAVAK. Mais derrière les flammes se cache une autre vérité plus dérangeante. Le cinéma aurait été incendié par des militants religieux, partisans de Khomeini, convaincus que ces lieux occidentalisés corrompaient la culture iranienne. Ce n'était pas un simple incendie, c'était un message, un avertissement adressé à tout le peuple. Le cinéma, symbole d'ouverture et de modernité, devenait une cible. Cette action, menée par les militants de la révolution islamique de Khomeini, n'est pas nouvelle, comme le décrit le réalisateur iranien d'inspiration religieuse, Faradjollah Salachour. Nous savions bien que le cinéma était un canal d'entrée de la culture occidentale. Avant la Révolution, j'ai incendié des cinémas comme d'autres l'ont fait. Malheureusement, après la Révolution, des musées ont été construits pour ces cinémas et le cinéma a été soutenu. Bienvenue dans notre rubrique vidéo de Chamsin, dans laquelle nous vous proposons chaque mois une vidéo d'approfondissement réalisée sur une figure artistique d'un pays du Moyen-Orient. Pour inaugurer ce premier épisode, nous vous proposons l'Iran avec Un simple accident, film réalisé par Jafar Panahi et Palme d'Or à Cannes 2025. Pour parler de l'histoire et de la résonance du récent film de Panahi, nous avons clairement besoin de faire un bref récapitulatif sur l'histoire de l'Iran en relation avec son histoire cinématographique. L'Iran occupe une position importante dans le contexte cinématographique international, étant considéré, notamment depuis les années 90, comme particulièrement prolifique et l'un des cinémas nationaux les plus importants au monde. En même temps, nombre de ces films, parmi lesquels nous le verrons Un simple accident, montrent un pays qui est fracturé par de grandes inégalités sociales et dénonce un gouvernement répressif et fortement autoritaire. Ces prémices doivent être étroitement liées à la mise en place d'actes notables de censure et de répression des libertés individuelles et collectives. En Iran, les films sont soigneusement contrôlés par le Conseil suprême du cinéma iranien, présidé par le président de l'Iran et contrôlés par le ministre de la Culture et de la Guidance islamique, qui décide quels films peuvent recevoir des financements et être tournés en Iran. Plusieurs réalisateurs ont été arrêtés, retenus ou interdits de faire des films pour avoir, selon les autorités, montré une image négative du pays ou violé des normes de production. Le cas le plus récent est celui de Ali Ahmadzadeh, arrêté en juillet 2025 pendant un tournage. Sa maison a été prise d'assaut, son équipement confisqué. Maintenant, il attend son procès et il ne peut pas quitter le pays. Comment est-il donc possible qu'un pays où il est si difficile de faire des films jouisse d'une réputation internationale considérable et produise des chefs-d'œuvre reconnus dans le monde entier ? En remontant dans le temps, dans l'histoire de l'Iran, on identifie en effet deux mouvements principaux. Il y a avant 1979, sous la direction du Shah Pahlavi qui instaure une monarchie constitutionnelle par un coup d'État en 1953, et après 1979, avec la création de la République islamique d'Iran de Khomeini. Du point de vue institutionnel, si le Shah Pahlavi fonde une monarchie constitutionnelle, dans la pratique, il détient un pouvoir qui est absolu, contrôlant également l'armée et la SAVAK, qui est sa police secrète. En ce qui concerne l'industrie cinématographique de ces années, entre les années 1960 et 1970, elle connaît une croissance rapide, après l'arrêt dû à la Seconde Guerre mondiale, et plusieurs cinémas ainsi que des studios sont créés à Téhéran et dans les provinces. Sous le régime Pahlavi, le film farsi désigne des films populaires, inspirés du cinéma occidental, et centrés sur la musique, la danse et le drame, produits avec une certaine liberté artistique et le soutien de l'État. En revanche, en 1979, naît la République islamique d'Iran, après de nombreuses révoltes contre le Shah. Ce nouveau gouvernement voit comme guide suprême l'ayatollah Khomeini,
qui apporte un changement radical dans la société et la culture iranienne sous la forme d'un pouvoir exécutif sur la religion islamique. Diverses réformes sont introduites dans ce nouveau gouvernement, comme l'interdiction des jeux de hasard et de l'alcool, la persécution des homosexuels et la peine de mort pour le viol, l'adultère et pour tous ceux qui ne se comportent pas conformément à la charia. Pour les femmes, l'obligation de se couvrir avec des vêtements qui sont non moulants et de porter un voile sur la tête. Du point de vue de la production cinématographique, durant les premières années, une liste des normes est à respecter. C'est à partir de 1983 que davantage de réglementations sont introduites à ce sujet, notamment l'interdiction d'aborder des thèmes considérés comme opposés au dogme islamique et la censure de films montrant scènes de sexe, de violence ou la représentation des femmes en dehors des règles islamiques. Le gouvernement de la République encourage la production de films iraniens pour contrer la diffusion de films occidentaux, promouvant une ligne de films que l'on peut qualifier de pure. Les principaux représentants de la scène cinématographique iranienne s'adaptent donc à ces règles, produisant une série d'œuvres célèbres dans le monde entier qui réussissent à contourner la censure iranienne. Ce n'est que plus récemment, à partir des années 2000, en prenant notamment l'exemple de Jafar Panahi, que la dissidence et la critique du régime deviennent à nouveau plus évidentes dans ces films, et que le débat est plus ouvertement repris par le réalisateur. Jafar Panahi est né le 11 juillet 1960 à Minae, à 300 km de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Il est issu d'une famille modeste, de la classe ouvrière, il est fils de peintre en bâtiment et grandit dans les quartiers défavorisés de Téhéran. Très jeune, Panahi va se passionner pour le cinéma. À l'âge de 9 ans, il va se rendre dans les salles obscures afin de pouvoir voir des films et les raconter à ses sœurs malgré l'interdiction de ses parents. À l'âge de 12 ans, Panahi va trouver un travail après l'école pour gagner un peu d'argent qu'il dépensera pour aller voir des films. Cet amour précoce pour le cinéma va marquer à vie le réalisateur et ses œuvres. Jafar Panahi est une figure emblématique du cinéma iranien. Après avoir fait ses armes au collège du cinéma et de la télévision à Téhéran, il travaille d'abord comme réalisateur pour la télévision iranienne et après comme assistant réalisateur pour Abbas Kiarostami. Kiarostami est l'une des figures les plus représentatives de la nouvelle vague iranienne, jouant sans cesse avec les frontières de la fiction et du documentaire, questionnant la représentation fictionnelle ou réelle de la vie en Iran. La rencontre avec Kiarostami va marquer un tournant majeur dans la vie de Jafar Panahi. À ce moment-là, il va s'intéresser à un cinéma dit post-révolutionnaire dans la fin des années 90. Le cinéma post-révolutionnaire, c'est un cinéma extrêmement similaire de la nouvelle vague iranienne, mais qui s'engage plus dans les critiques sociales et aussi contre le gouvernement instauré en 1979, la République islamique d'Iran. C'est un cinéma au style réaliste et minimaliste. Les réalisateurs y sont malheureusement très souvent censurés, donc ils doivent toujours trouver des moyens pour tourner illégalement, souvent avec des acteurs non professionnels, avec des histoires simples mais impactantes contre le régime. Jafar Panahi commence sa carrière de réalisateur en 1995 avec Le Ballon Blanc, écrit par Kiarostami. Puis il réalisera 12 autres longs métrages exclusivement en Iran. Ces deux premiers films, Le Ballon Blanc et Le Miroir, respectent la vision du film pur instauré par le régime, ayant pour thème principal l'enfance. Mais il reste néanmoins critique envers le régime. On remarque des thèmes récurrents dans les films de Panahi, comme par exemple l'enfance, l'inégalité entre les hommes et les femmes, et plus généralement la condition des femmes en Iran, autour de la question du mariage, de leur statut, de leur indépendance ou de la naissance. Petite digression, mais dans certains de ces films, si une femme commet une action étant jugée comme anormale, elle peut être rapidement considérée comme faisant honte à sa famille ou même être considérée comme une prostituée. C'est ce qu'on voit dans le film Le Cercle ou dans le film Hors Jeu. Aussi, il est important de voir la carrière de Jafar Panahi comme ayant deux grandes inspirations. La première, qui est plutôt basée sur de la fiction, qui va être là centrée sur le peuple iranien et ses problèmes, et la deuxième plutôt centrée sur de la docu-fiction, abordant des thèmes plus personnels au réalisateur, lui qui est un artiste vivant sous la censure. Cette deuxième approche débute en octobre 2011, après que Jafar Panahi a été jugé pour propagande et rassemblement illégal, envoyé en prison pour la deuxième fois et interdit de faire des films pendant 20 ans. Jafar Panahi subit encore aujourd'hui beaucoup d'harcèlement de la part des médias ou même des militants conservateurs, qui le traitent d'espion ou même de traître à la nation. Alors oui,
Petite pause, car pendant le montage, on a appris que Jafar Panahi vient d'être condamné à 1 an de prison par contumace et d'une interdiction de voyager de 2 ans. Panahi, pour l'instant, est à l'étranger. Il présente Un simple accident dans d'autres festivals, mais compte tout de même retourner en Iran. 4 de ces films sont considérés comme de la docu-fiction. Ceci n'est pas un film. Pardé, Taxi Téhéran et enfin Aucun ours. Ces films parlent plus particulièrement de la difficulté de faire de l'art dans une société où la censure règne. Mais là aussi, Jafar Panahi va peindre un portrait plus réaliste de la population iranienne en les faisant directement intervenir dans ses films. Après une longue grève de la faim, Jafar Panahi est libéré de prison sous caution et peut aussi quitter son territoire, en avril 2023, après 14 ans d'interdiction de voyager. En 2025, il va présenter à Cannes son nouveau film, Un simple accident, qui remportera la Palme d'Or. Et c'est de ce film que nous aimerions vous parler maintenant. Une nuit, une famille renverse sa chien en voiture. La voiture tombe en panne et il demande de l'aide dans un garage où travaille Vahid. Sans voir l'homme venu pour la réparation, Vahid reconnaît au bruit de sa prothèse des jambes celui qui pense être son ancien tortionnaire, Iqbal. Le lendemain, il le kidnappe, lui bande les yeux et tente de l'enterrer vivant. Mais l'homme nie tout et affirme n'avoir sa prothèse que depuis 1 an. Alors Vahid commence à douter et va consulter d'autres anciens prisonniers pour l'identifier. Alors il réunit des victimes, toutes persuadées que l'homme capturé est bel et bien leur bourreau. Leur voyage devient tendu. Faut-il se venger ou lui laisser la vie sauve ? Tout bascule lorsqu'un téléphone sonne. Il s'agit de la fille de l'homme kidnappé, qui est en train de supplier son père de rentrer au plus vite, car sa mère est allongée sur le sol, totalement inconsciente. De là se crée un débat. Faut-il y aller, oui ou non ? Il s'agirait peut-être d'un piège. Ou même, faut-il aider la femme de l'homme qu'on pense être notre bourreau ? Finalement, les protagonistes décident d'aller aider cette femme. Ils la retrouvent, il ne s'agissait pas d'un piège, et ils vont à l'hôpital où elle va accoucher d'un enfant. Après cet épisode, les protagonistes, en majorité, décident de se séparer. Certains frustrés de n'avoir rien fait, d'autres heureux d'avoir été inactifs. Seuls restent Vahid et Shiva, qui vont confronter pour la dernière fois celui qui croit être Herbal. Voici donc l'histoire d'un simple accident. Ce film, tourné courant 2025 en 4 jours répartis sur plusieurs mois, n'a pas été en mince affaire à réaliser pour Jafar Panahi. Malgré son autorisation à quitter le pays depuis avril 2023, le cinéaste a décidé de rester et de continuer à faire ses films en Iran. Le film a été tourné clandestinement car il n'a reçu aucune autorisation de la part du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, responsable de valider toutes les productions culturelles en Iran. Une grande partie du film a été tournée dans une camionnette ou dans des lieux désertiques et avec un équipement très réduit. Grâce à un système de ruse avec 2 équipes de tournage, dont l'une est fausse servant d'appât pour détourner l'attention de la police et les dénonciateurs, le film a tout de même pu être réalisé mais dans des conditions extrêmement risquées pour toute l'équipe. Le réalisateur, l'équipe technique, les acteurs, mais surtout les actrices. Hadis Pakbaten et Myriam Afshari ont été convoqués par le ministère du Renseignement et de la Culture et probablement menacés pour leur rôle polémique dans le film. Et pour cause, le rôle des actrices dans ce film ne plaît pas du tout au gouvernement iranien. Jugées trop rebelles et impures, elles prennent une place centrale dans la décision du sort d'Herbal et parfois elles sont même plus influentes que les décisions des hommes. De plus, elles ne portent pas de voile, un cri symbolique fort contre le régime islamique dans la continuité du mouvement Femme, Vie, Liberté, né après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Panahi dit avoir évolué avec le mouvement et il encourage d'autres réalisateurs à faire de même, changer l'industrie de l'intérieur, changer la vision du gouvernement. Le film se distingue aussi par ses plans séquences, certains fixes, d'autres enfermés dans des espaces étroits comme la voiture. Ils servent à diviser ou à réunir les protagonistes, augmentant la tension entre les victimes et leurs supposés bourreaux. Iqbal, quant à lui, est rarement filmé dans les mêmes plans que les protagonistes. Étonnamment peu présent à l'image pour un antagoniste, son absence renforce la paranoïa d'un peuple face à son tortionnaire. Il existe comme un poison, plus présent dans leur esprit que dans le cadre. Le kidnapping d'Iqbal fait souffrir les personnages parce qu'il les confronte à leur passé et traumatisme. Ils doivent affronter une question morale bouleversante. Faut-il se venger et tuer un innocent qui pourrait être notre tortionnaire ? Le hors-champ devient le monstre. Et ce monstre, c'est la République islamique d'Iran qui banalise le mal. Herbal, c'est un personnage qui est présenté comme un homme froid, capable de violence, qui tue un animal sans honte ou torture ses prisonniers.
Mais qu'il soit réellement coupable ou non, il a une famille, une femme enceinte sur le point d'accoucher et surtout une petite fille qui l'aime sans connaître ses actes. Après une première partie focalisée sur l'identification du kidnappé et ses souvenirs traumatiques, le film bascule vers un autre enjeu. Les victimes vont-elles à leur tour devenir le monstre? En réalité, tous les personnages sont pris au piège du pouvoir iranien. Les protagonistes avec leur dilemme et Iqbal, exécutant docile du régime, simple pion, profitant du pouvoir qu'on lui donne. Le spectateur lui-même est pris dans ce dilemme, incapable de juger à distance, contraint de se mettre dans la peau des anciens prisonniers. Un monstre ne n'est qu'un remplaçant à un autre monstre. Ce monstre que Vahid a failli devenir en essayant d'enterrer Iqbal au début du film. Mais les personnages filmés par Jafar Panahi ne suivront pas leur désir de vengeance, sans doute sauvés par la fille d'Herbal, symbole d'innocence dans les codes du cinéma pur. Mais outre les codes du cinéma iranien, cette fille va ramener nos protagonistes à la raison, leur rappeler que la vengeance est inutile et surtout les pousser à reconstruire une vie malgré leur traumatisme, à reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et finalement, le choix de ne pas tuer Iqbal, c'est un acte encore plus révolutionnaire. Il va à l'encontre d'un gouvernement qui manipule par la peur et la torture. Merci beaucoup d'avoir regardé la toute première vidéo de Shamsin. On espère réellement qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo à vos proches. Si vous voulez nous retrouver sur d'autres médias, on a aussi un Instagram que vous pouvez rejoindre et un site internet. Tout sera dans la description. Dans le site internet, vous pouvez retrouver des articles écrits par d'autres membres de l'association. Merci et à la prochaine vidéo.